Europe 1, 15h, 16h. Au cœur de l'histoire, Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous, et comme chaque jour à 15h sur Europe 1, je vous propose un voyage au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui et toute cette semaine, à l'occasion des élections américaines, semaine spéciale au cœur de l'histoire des Français aux États-Unis, ou le destin de Français qui se sont fait un nom en Amérique. Cet après-midi, pour le premier épisode, c'est une Française au nom bien anglais qui trône en majesté dans le port de New York que je vous raconte. Miss Liberty, la statue de la liberté. L'œuvre du sculpteur Auguste Bartholdi, offerte aux États-Unis par la France pour le centenaire de l'indépendance américaine en 1876. Qu'incarne la statue de la liberté dans l'amitié franco-américaine? D'où vient l'idée d'un tel cadeau? Et comment a-t-elle été construite? Avant d'en parler tout à l'heure avec mon invité Robert Belot, découvrons d'abord le destin de la Statue de la Liberté, le cadeau de la France aux États-Unis. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit. L'incroyable histoire de la Statue de la Liberté débute sous le Second Empire au début de l'été 1865. Je vous emmène au sud-ouest de Paris dans la confortable résidence d'un certain Édouard de Laboulaye à Glatigny pour un dîner très américanophile. Laboulaye, professeur au Collège de France, est un grand admirateur de la République américaine et s'apprête à terminer le dernier opus de son histoire des États-Unis en 3 volumes. Son rêve, c'est de voir une démocratie américaine à la française balayer le Second Empire et son empereur Napoléon III. Autant vous dire que si Napoléon III déteste Laboulaye lui renvoie généreusement le compliment. Ce soir-là, les invités s'apprêtent donc à manger du Bonaparte en toute clandestinité. Et parmi les convives, on compte du beau monde. Oscar de Lafayette, le petit-fils du célèbre marquis, le comte Charles de Rémusat, dont l'épouse est la petite-fille de Lafayette, Hippolyte de Tocqueville, le frère de l'auteur de la démocratie en Amérique, et un jeune sculpteur de 30 ans plein d'avenir et épris de valeurs humanistes, Frédéric Auguste Bartholdi, le futur architecte de la Statue de la Liberté. Bartholdi s'est déjà fait remarquer en 1856 pour sa statue monumentale du général Rapp, qu'il a magnifiée d'une hauteur de 8 mètres dans sa ville natale de Colmar. Adepte des grands formats, son ambition va grandir de plusieurs dizaines de mètres au cours des prochaines années. Peut-être doit-il cette élégante mégalomanie à sa visite des 2 colosses de Memnon, hauts de 18 mètres, lors de son voyage en Égypte en 1855. Leur bienveillant et impassible regard semble ignorer le présent et se fixer sur un futur sans limite, écrivait-il songeur. Au cours de ce dîner, le jeune sculpteur écoute donc Laboulaye chanter les louanges de l'Amérique et surtout pleurer l'abominable assassinat le 14 avril 1865 d'Abraham Lincoln qui avait aboli l'esclavage. Nous avons vu un grand peuple se lever pour abolir l'esclavage, déclare Laboulaye. Et dans toute l'Europe, tous les cœurs ont battu pour Lincoln, ce bûcheron devenu président des États-Unis et signant la liberté de 4 millions d'hommes. Puis,
Le professeur aurait alors suggéré d'offrir pour l'année 1876 une statue aux États-Unis afin de célébrer les 100 ans de la déclaration d'indépendance américaine. Si jamais un monument était érigé en Amérique en souvenir de son indépendance, il me semblerait tout naturel qu'il fût érigé par un effort commun des deux nations, aurait dit Laboulaye. Bartholdi commence à rêver, mais il n'y a rien d'acté. C'est une idée lancée à la cantonade. Après ce dîner, et aux grandes dames de Napoléon III, le petit groupe soutient une campagne de levée de fonds populaire afin d'offrir une médaille d'or à la veuve du président américain assassiné. L'argent arrive de tout le pays et le médaillon terminé en 1865 porte l'inscription prémonitoire suivante, dédiée par la démocratie française à Lincoln, honnête homme qui abolit l'esclavage, rétablit l'Union, sauva la République, sans voiler la statue de la liberté. Vous l'aurez compris, la statue de la liberté évoquée ici n'est encore qu'une allégorie et une belle idée qui va mettre quelques années à germer dans l'esprit de l'artiste. Mais le génial Bartholdi va pourtant bientôt en faire la plus grande statue du monde. Avant les États-Unis, le 29 mars 1869, Bartholdi se rend en Égypte avec un projet monumental en poche qu'il a élaboré lors de l'exposition universelle de Paris de 1867. L'effervescence égyptomaniaque de l'époque et le percement du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps lui ont donné l'idée d'un projet grandiose et colossal. La construction d'un phare démesuré qui couronnerait l'entrée du canal de Suez, symbole de rapprochement entre l'Orient et l'Occident. Il veut présenter son projet au khedive d'Égypte, Ismaël Pacha, qu'il a prévu de rencontrer au cours de son séjour. Il emporte donc avec lui ses maquettes et une aquarelle originale de son projet de phare de 43 mètres de haut. Ce monument représente une belle femme drapée à l'antique, le bras droit levé, tenant une torche éclairant le canal et le bras gauche retombant le long du corps. Tiens, ça ne nous rappelle pas quelque chose ? À son arrivée à Alexandrie le 5 avril 1869, Bartholdi rencontre d'abord celui qu'on surnomme le Grand Français, le concepteur du canal de Suez, Ferdinand de Lesseps, à qui naturellement il présente son projet. Mais le Grand Français n'est pas très emballé. Mais alors pas du tout. Cette rebuffade lui vaudra, écrit-il, quelques petits accès de spleen. Le 8 avril 1869, Bartholdi joue sa dernière carte au Caire. Il se présente au palais de Gizeh pour rencontrer le vice-roi d'Égypte, Ismaïl Pacha. Le khedive l'écoute poliment et lui suggère même de mettre le dispositif lumineux sur la tête plutôt que sur la torche. Ce sont des détails, mais le souverain préoccupé par les finances de son royaume n'a pas pour priorité de s'endetter davantage avec un tel projet. Nouvelle douche froide pour le sculpteur. De retour en France le 26 avril, Bartholdi écrit à sa mère « Je suis malheureusement venu au Caire 3 mois trop tard car l'inauguration du canal était trop proche. Mais comme l'explique notre invité cet après-midi Robert Belot, auteur de Bartholdi, l'homme qui inventa la liberté, cette sculpture revêt une importance capitale dans le processus de conception de la statue de la liberté, car il est évidemment difficile de ne pas voir dans son projet phare à Suez l'alter ego de la future statue américaine. Mais aussitôt rangé dans ses cartons, le projet semble refaire surface dès le 11 décembre 1869. Débordant à nouveau d'enthousiasme, Bartholdi écrit de nouveau à sa mère « Je t'expliquerai tout cela dans ma prochaine lettre. Je dois faire un travail pour les Américains et c'est pressé. » Pressé, oui. Quelques mois plus tard, début 1870, Bartholdi sculpte une première ébauche en terre cuite et en modèle réduit de la future statue qu'il nomme « La liberté éclairant le monde ». Il faut dire que la guerre de 1870, à laquelle il participe comme agent de liaison aux côtés de Gambetta et de Garibaldi, le plonge dans un dégoût profond pour ce nationalisme étroit et affligeant. Il se rêve en citoyen du monde et même s'il se désole de la perte de l'Alsace-Lorraine, sa région natale, il ne pense plus qu'à déguerpir. Ce sont ses mots. Le projet de statue en Amérique prend forme dans une lettre qu'il écrit à son ami Laboulaye le 8 mai 1871, l'informant du voyage qu'il a prévu de faire aux États-Unis. J'ai pensé que c'était le bon moment pour réaliser le voyage dont j'ai eu l'honneur de vous parler. J'espère surtout arriver à la réalisation de mon projet de monument en l'honneur de l'indépendance. Laboulaye
est non seulement le véritable inspirateur de la future Miss Liberty, mais c'est aussi un véritable Pygmalion pour Bartholdi, qui a besoin de son soutien et de son réseau. 10 jours avant son départ, prévu le 8 juin 1871, La Boulaye lui confie de précieuses adresses d'Américains et une feuille de route bien précise. Proposez à nos amis de faire avec nous un monument en souvenir de l'ancienne amitié franco-américaine. Avant d'ajouter, nous lancerons une souscription en France. Le 21 juin 1871, au matin, Bartholdi découvre enfin avec excitation la silhouette de New York et, coup de génie absolu, il repère du pont du bateau une petite île qui s'appelle Bedloe's Island, plus connue aujourd'hui sous le nom de Liberty Island. Littéralement obsédé par cette découverte et avant même de rencontrer qui que ce soit à New York, il revient sur les lieux dès le lendemain. « La petite île me paraît le point favorable », écrit-il dans son journal. Oui, vous l'avez compris, d'un premier coup d'œil, il a déjà trouvé le lieu de la future statue. Bartholdi va accomplir au cours de son séjour de 3 mois aux États-Unis une véritable tournée diplomatique pour vendre son projet. Le 18 juillet 1871, il décroche même un entretien avec le président des États-Unis, Ulysses Grant, de passage à New York. Il a écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé de mes projets, se souvient Bartholdi. C'est un homme froid comme la plupart des Américains. Mais il ne promet rien à l'artiste français. Lorsqu'il repart le 7 octobre 1871, Auguste Bartholdi comprend que l'accomplissement du rêve de sa vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais il reste très optimiste car il a labouré le terrain et préparé les esprits. Après tout, sa vie de sculpteur, il l'envisage un peu comme un sport de combat. Il faut sans cesse batailler, convaincre, trouver de l'argent, composer. Et du pont du bateau qu'il ramène en France, il jette un dernier coup d'œil à son île, qui, il en est convaincu, sera l'emplacement de sa future statue. Presque 4 années ont passé, et le 28 septembre 1875, un premier appel à la souscription est lancé en France sous l'égide de l'Union franco-américaine dont le siège est situé au 175 rue Saint-Honoré à Paris. Le deal est clair. Les Français financent la statue, à la charge des Américains de financer le piédestal. La Boulaye fait marcher son réseau des 2 côtés de l'Atlantique dans une campagne publicitaire ultra-moderne pour l'époque et d'une envergure inédite. Galas, banquets réunissent tout Paris autour de ce projet pharaonique qui attire les foules. Les premiers dessins de la future statue paraissent dans la presse, mais il faudra tout de même attendre juillet 1880 pour réunir la totalité des fonds nécessaires. Qu'importe. Alors que le financement de la statue n'est pas encore assuré dans sa totalité, la construction a déjà débuté dans les ateliers de la cuivrerie d'art Gaget, Gauthier et compagnie à Paris, situé tout proche du parc Monceau. Bartholdi fait d'abord appel à l'architecte Viollet-le-Duc, qui a réalisé il y a plus de 30 ans déjà la flèche de Notre-Dame. Là, on lui confie la structure de la future statue. Mais pour Bartholdi, l'urgence, c'est l'exposition universelle de Philadelphie de 1876. Il compte exposer là-bas le bras et la torche de Miss Liberty et ainsi marquer des esprits. Des États-Unis, le 2 septembre 1876, il écrit à sa mère. Oui, encore elle. Il faut dire qu'elle le soutient depuis ses débuts. « J'ai entrepris une œuvre extraordinaire. Il faut que je montre que je ne suis pas un rêveur, sans quoi je serais ridicule. » Un expert, Eugène Lébazeille, s'extasie devant la construction de ce colosse unique au monde qui égalera, dit-il, la taille présumée du fameux colosse de Rhodes que l'on pensait devoir rester à jamais sans rival. Bartholdi se laisse même aller à quelques élans d'autosatisfaction. Le grand bras est dressé, je dirais, sans aucune modestie, que c'est une belle pièce et très saisissante. Bon, c'est un succès public total. Et le 1er mai 1878, c'est la tête de la statue haute de 5,26 m que Bartholdi présente lors de l'inauguration de l'exposition universelle de Paris, cette fois. Dans son écrin provisoire, au Champ de Mars, le monumental visage de cuivre rencontre un énorme succès. Le futur écrivain britannique, Rudyard Kipling, qui n'a que 12 ans à l'époque, se souvient avec fascination de sa visite. On montait par un escalier en bois jusque sous la coupole du crâne, se souvient-il, et l'on apercevait par le trou rond des prunelles le monde multicolore qui se déployait à vos pieds. En 1879, à la mort de Viollet-le-Duc, c'est Gustave Eiffel qui prend le relais afin de construire la mégastructure de la statue.
il opte pour un squelette entièrement métallique, souple et léger, sur lequel seront fixées les plaques de cuivre formant l'enveloppe du colosse. À l'époque, Gustave Eiffel, s'il n'a pas encore réalisé la tour qui portera son nom, est une véritable star internationale de l'architecture et un pionnier des gigantesques ponts métalliques. Pour relever ce défi technique d'une gigantesque statue résistant à toutes les intempéries, l'artiste Bartholdi ne pouvait pas rêver mieux que le célèbre ingénieur. C'est d'ailleurs un chantier prémonitoire pour Eiffel qui dépose en 1884 un brevet, je cite, pour une disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres. La Statue de la Liberté est donc un champ d'expérimentation pour sa future tour Eiffel. Le 24 octobre 1881, on débute le montage de la statue à l'extérieur des ateliers. Le montage va durer 2 ans et 8 mois. Le 4 mars 1883, le président de la République, Jules Grévy, effectue une visite privée dans les ateliers de la rue de Chazelles et se réjouit, en bon patriote, de voir que l'œuvre de Bartholdi glorifiera la France au-delà des mers. Au début de l'année suivante, les Parisiens découvrent ahuris une statue de 46 mètres de haut qui surplombe les toits de la plaine Monceau. Pour la première fois, on peut contempler l'œuvre en taille réelle. Le drapé de sa tunique, les traits de son visage sont un héritage assumé à la statuaire antique. L'atelier est une ruche fantastique de différents corps de métier. Et un journaliste raconte: on n'entend que des coups de marteau, des grincements de lime, des cliquetis de chaînes, partout une agitation, un brouhaha, un remue-ménage énorme. On se croirait dans une vaste usine. Et pour visiter l'atelier, il suffit alors de s'adresser au concierge des ateliers au 25 de la rue de Chazelles. Le 4 juillet 1884, Bartholdi et Ferdinand de Lesseps, le nouveau président de l'Union franco-américaine, signent l'acte de donation de la liberté éclairant le monde au peuple américain. Au cours de cette cérémonie symbolique qui a lieu dans les ateliers de la rue de Chazelles, Ferdinand de Lesseps consacre la statue comme rien de moins que la 8e merveille du monde. Puis le 29 novembre, c'est Victor Hugo qui visite l'atelier. Il lève la tête sur cette géante de cuivre et de fer et s'exclame « C'est superbe !» Bartholdi remet à cette occasion un fragment de la statue à l'illustre apôtre de la paix, de la liberté et du progrès. La statue vient de recevoir son baptême républicain. Auguste Bartholdi pense déjà à démonter le premier monument au kit de l'histoire afin de le transporter aux États-Unis. Mais il y a un petit problème. De l'autre côté de l'Atlantique, le comité américain peine à trouver les fonds pour terminer le piédestal qui doit compléter le chef-d'œuvre et permettre de recevoir la statue. Bartholdi est agacé, mais il décide malgré tout d'y envoyer son bébé de 200 tonnes en pièces détachées. En février 1885, la statue est soigneusement démontée et les fragments du colosse, des bouts de mains, de seins et de chignons, sont enfermés dans d'immenses caisses de bois. On compte en tout et pour tout près de 120 tonnes de fer et 80 tonnes de cuivre, sans compter les 36 caisses de rivets, rondelles et boulons qui risquent de donner du fil à retordre aux ouvriers en charge de ce casse-tête prodigieux. Le 21 mai 1885, la Statue de la Liberté, en morceaux donc, quitte enfin le port de Rouen à bord de la frégate l'Isère. Mais lorsqu'elle arrive dans la rade de New York le 19 juin, les États-Unis n'ont toujours pas préparé son berceau. Le piédestal, le socle de la statue, dont la construction a pourtant débuté en 1883, n'est toujours pas terminé faute de financement. Et l'architecte américain Richard Morris Hunt, chargé de le réaliser, ne peut que s'agacer lui aussi de ce malencontreux retard. Il faut dire que depuis 1876, les levées de fonds patinent en Amérique, à tel point que l'Evening Telegram de New York déclare avec ironie en 1880 « Il se peut que d'ici 1883 s'éveille quelque chose qui ressemble à de l'enthousiasme, mais cela reste à voir. » Mais pourquoi une telle ingratitude des Américains ? Pour beaucoup d'entre eux, la France fait un don aux États-Unis, mais leur demande en retour d'en payer une partie. Certains journalistes crient à la pingrerie des Français qui cherchent à tirer l'argent de notre poche. Les caricaturistes s'en donnent d'ailleurs à cœur joie. L'un d'entre eux dresse le portrait d'une statue ridée, le regard torve et le corps mou et affaibli, qui attend la construction de son piédestal. 1000 ans après, elle attend toujours, dit la légende.
dans ce contexte houleux, la cérémonie de la pose de la première pierre du piédestal, le 5 août 1884, tourne au fiasco. La presse, des deux côtés de l'Atlantique, persifle jusqu'à en perdre haleine. Et le journal français Charivari conseille même aux braves Yankees de refuser le cadeau, estimant que la jetée du Havre mérite davantage le colosse. C'est pourtant un Américain qui va sauver le projet d'une noyade dans la rade de New York. Son nom ? Joseph Pulitzer. Oui, le 16 mars 1885, le célèbre journaliste américain sauve la souscription en signant dans son journal The World un éditorial agressif. De l'argent doit être recueilli pour terminer le piédestal de la statue de Bartholdi, écrit-il. Ce serait une honte ineffaçable pour la ville de New York et la République américaine si la France nous envoyait ce splendide cadeau sans que nous ayons même préparé un emplacement pour le poser. Sa campagne de presse, qui joue la carte populaire, est un succès. Et Bartholdi, soulagé, apprend que le comité américain a récolté les $120 000 manquants grâce à Pulitzer. Le 4 novembre 1885, Bartholdi donne de sa personne et débarque à New York afin de suivre l'avancement de la construction du piédestal. Lors d'une virée avec les journalistes sur l'île de Bedloes Island, le sculpteur français tapote l'une des pierres d'angle du piédestal et déclare satisfait. « J'ai toujours aimé ce style égyptien. J'espère que cette base durera aussi longtemps que les pyramides de la vallée du Nil. » Au printemps suivant, le socle est enfin terminé et on procède dans la foulée au montage du monument. Le 28 octobre 1886, le président des États-Unis, Stephen Grover Cleveland, inaugure en grande pompe la statue en présence de centaines de milliers de personnes. C'est un jour de délivrance et de gloire pour Bartholdi, qui à 52 ans voit enfin son rêve se réaliser après 15 ans de sacrifice. Alors que les New-Yorkais voient en lui le nouveau Lafayette, sa femme écrit à sa belle-mère « Quel enthousiasme, quel triomphe! Notre cher Auguste a été fêté comme un souverain. Nous pouvons être fiers, toi d'être sa mère et moi sa femme. » Toute la ville de New York est en liesse et une grande parade est organisée dans la ville. La foule se presse sur la 5e avenue. Le toit des immeubles est noir de monde et partout flottent des drapeaux français et américains. Après la parade, la suite présidentielle, accompagnée d'un défilé naval de 300 bateaux, embarque direction Bedloes Island. Un journaliste français se souvient avoir vu la statue émerger du brouillard comme quelque apparition fantastique de la Reine des Mers, émergeant tout illuminée de son domaine marin et avançant, mystérieuse et voilée, pour accueillir ses visiteurs. Sur l'île, le président prononce un discours. Au lieu de tenir dans sa main les foudres qui portent la terreur et la mort, elle soutient le flambeau qui guide les hommes dans la voie de l'affranchissement. Drôle de conception de la liberté, diront certains, puisque malgré la chaîne brisée au pied de la statue, symbolisant notamment la fin de l'esclavage, aucun noir n'est invité à l'inauguration, ni aucune féministe. Et même pas le sauveur du projet, Joseph Pulitzer, d'origine juive. Pourtant, la statue va vite devenir une icône mondialement connue, alors que Bartholdi, célébré comme une véritable rockstar de son vivant, va quant à lui vite tomber dans l'oubli. Le sculpteur s'efface désormais devant son œuvre tournée vers la vieille Europe. La statue accueillera des générations d'immigrants arrivant par bateau avec la promesse d'une vie meilleure. Miss Liberty est devenue le symbole des États-Unis, une icône américaine, nationale et autocentrée qui a fait l'impasse sur l'origine française du projet. Bartholdi et son mentor Laboulaye ont-ils péché par candeur lorsqu'ils s'imaginaient célébrer l'amitié franco-américaine ? Peut-être. Bartholdi a toujours pensé qu'il était porteur d'une idée qui le dépassait et a même sorti près de 100 000 francs de sa poche pour la réalisation de sa statue. Pire, le sculpteur français s'est fait dévorer tout cru par ces hommes d'affaires américains qui non seulement l'ont floué dans ses contrats, mais ont fait sur son dos un colossal business avec les produits dérivés de son œuvre. Dire que tous ces gens n'ont jamais pensé à moi, écrira-t-il en 1890. Ils auraient pu me donner quelque chose, une médaille, un petit titre de rente américaine, pour me rembourser de mes sacrifices. C'eût été une jolie idée. Mais en France aussi, Bartholdi sera la victime expiatoire d'un changement d'époque. Ce jeudi 4 juillet 1889, on inaugure à Paris, près du pont de Grenelle, juste en face des locaux d'Europe 1, qui n'étaient pas encore là, bien sûr, un modèle réduit de la Statue de la Liberté. Bartholdi, ému, déclare à un journaliste
On a beau dire, être acclamé dans son pays, c'est toujours mieux. Mais l'opinion publique sature. Lorsqu'il meurt en 1904, son nom s'efface peu à peu des consciences, laissant la place à de nouvelles générations de sculpteurs dont l'égérie s'appelle Auguste Rodin. On célèbre désormais les sculptures émotives, explosives et sensuelles, loin de l'art monumental considéré comme froid et officiel d'un Bartholdi. Gardons de lui ce joli portrait de 1904, publié dans la revue Les Contemporains célèbres. Monsieur Bartholdi est petit, une grande douceur éclaire ses yeux, sa voix est un peu traînante et conserve encore l'accent de la terre alsacienne, sa barbe grise ne parvient même pas à donner à son visage un air terrible. Et pour cause. Cet homme de 70 ans, fondamentalement bon et bienveillant, était un idéaliste et un citoyen du monde. À travers son œuvre, il a désiré toute sa vie voir le flambeau de la liberté rayonner sur le monde entier. Europe 1, 15h-16h, Au cœur de l'histoire. Bonjour Robert Belot, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Rétrospectivement, que raconte l'histoire de la création de la Statue de la Liberté sur notre histoire franco-américaine ? Vous l'avez très bien résumé, en fait. C'est l'histoire d'une réussite totale qui aurait pu être un échec lamentable. Et puis, il y a ce paradoxe, c'est devenu le symbole de l'Amérique, alors que on visait à célébrer l'amitié franco-américaine et l'histoire de l'aide que la France a apportée à la libération des États-Unis de la tutelle britannique. Et donc, l'histoire de la création de la Statue de la Liberté nous rappelle 3 éléments, on pourrait dire très rapidement. Déjà, c'est l'histoire d'un artiste, Bartholdi, qui rêve d'une grande œuvre, même s'il était à la fois modeste, mais en même temps un peu mégalo. Il veut réaliser son grand rêve artistique. Deuxièmement, on pourrait dire que c'est l'histoire d'un milieu intellectuel et politique où on retrouve Édouard de La Boulaye, des opposants républicains libéraux au Second Empire, et puis surtout Ary Scheffer. Moi, je pense que on n'a pas assez insisté, c'est ce que j'essaie de faire dans mes livres, sur le rôle qu'a joué Ary Scheffer, un romantique tardif, et qui a été le premier maître artistique de Bartholdi. Et je rappelle son atelier, pardon de vous interrompre Robert Belot, son atelier est rue Chaptal à Paris, c'est devenu le musée de la vie romantique, et c'est un endroit très intéressant à visiter d'ailleurs. Absolument pas connu, adorable, avec un petit jardin où on peut prendre un thé, absolument. Donc c'était son atelier, et chaque fois que je vais dans ce musée, je pense au jeune Bartholdi de 18 ans qui allait rencontrer Ary Scheffer. Alors, le frère d'Ary Scheffer était quand même le secrétaire de Lafayette. Donc, cette idée idéalisée des États-Unis, du grand modèle républicain, il est né, je pense, dans l'atelier d'Ary Scheffer. Vous voyez, ce serait la toute première étape de ce processus absolument génial. Donc on est dans un milieu intellectuel de gens qui rêvent de la République pour la France, qui rêvent de la liberté de penser, liberté d'écrire, de publier. Parce que par exemple Édouard de La Boulaye, vous l'avez rappelé, était professeur au Collège de France, spécialiste de l'histoire des États-Unis, et son cours a été souvent interdit par les autorités politiques de l'époque. Alors cela dit, il faut pas faire de Bartholdi un révolutionnaire. C'était quelqu'un d'extrêmement modéré, humaniste, né dans un milieu maçonnique, de la haute société protestante. Et ça, je pense qu'il est important de le rappeler. Mais néanmoins, vous savez que pour être un sculpteur à cette époque, il faut composer avec les autorités, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire une œuvre monumentale. Donc, on a les idées qu'on veut faire valoir, mais en même temps, il faut adopter une logique de compromis avec les autorités. Et puis enfin, c'est l'histoire de la France. Cette Statue de la Liberté nous rappelle l'histoire de la France. Pour faire simple, déjà, la défaite de 1870. Il me semble que c'est un moment fondamental pour Bartholdi, parce que c'est à ce moment-là qu'il va essayer de trouver son inspiration ailleurs. Et puis, c'est à ce moment-là aussi que la France cherche à retrouver de la puissance. Après cette débâcle, comme l'a défini Zola, la France cherche à recouvrer un peu du prestige, de la réputation.
Mais en même temps, on pourrait dire que Bartholdi est extrêmement déçu par ce qui se passe en France, parce que cette défaite, certes, a fait naître la République, mais au départ, vous savez, c'est une République extrêmement spéciale, qui ne cherche qu'une chose, c'est à se supprimer elle-même, et puis c'est l'ordre moral. Et Bartholdi n'est pas du tout d'accord avec cet ordre moral. Et puis, le Second Empire, ça nous raconte aussi les positions de Napoléon III à l'égard de la guerre américaine, c'est-à-dire qu'il était sudiste, il était contre les abolitionnistes, alors que Schaeffer, Laboulaye, Bartholdi et les autres sont abolitionnistes et donc sont pour le Nord. Et c'est ça aussi qui se joue. Et donc, en fait, on va essayer d'utiliser l'histoire, de rappeler l'histoire, de l'histoire de Lafayette, de l'aide que la France a apportée à l'Amérique pour faire naître la République, pour la faire naître à l'indépendance. C'est ça aussi qui me semble être au cœur de ce projet. Robert Belot, vous êtes historien, professeur des universités, auteur de plusieurs ouvrages sur la Statue de la Liberté et sur Bartholdi. C'est d'abord, je l'ai raconté, le projet de construction d'un phare pour le canal de Suez en 1869, ainsi que ses propres engagements politiques qui font germer l'idée d'une Statue de la Liberté dans l'esprit de Bartholdi. Quelle a été en fait son inspiration ? Il faut rappeler la préhistoire de la Statue de la Liberté qui se déroule en fait en Égypte. Ce projet n'aura pas lieu, mais néanmoins, il indique bien que Bartholdi avait une idée première de la création d'un phare et qui célébrerait, alors non pas la liberté américaine, mais l'union de l'Occident et de l'Orient. Parce que, comme vous l'avez dit, Bartholdi se voit citoyen du monde. Citoyen du monde, c'est une expression qui se développe à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Il est citoyen du monde. C'est-à-dire que Bartholdi incarne cette Europe qui est un peu différente de celle qu'on raconte aujourd'hui. C'est une Europe ouverte sur les autres cultures. À l'heure où on parle de restitution des biens culturels, je pense qu'il est bon de rappeler que ces jeunes artistes étaient affamés de cultures différentes et ne cherchaient pas à imposer une vision européocentrique en fait de leur art. Donc c'est cette passion pour l'Égypte qui le conduit à imaginer pour l'inauguration du canal de Suez, qui était quand même le grand événement du 19e siècle, ne l'oublions pas. Et pour moi, en tant qu'historien, j'estime que c'est la première phase de la mondialisation contemporaine, en définitive. C'était quelque chose d'absolument génial sur le plan technologique et géopolitique. Et ça a été vécu comme tel, d'ailleurs, par l'opinion de l'époque. Et Bartholdi, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Bartholdi, il veut réaliser quelque chose de grandiose, non pas tant pour sa gloire personnelle, mais que pour, en fait, renouveler l'art statuaire, qui était un peu ringardisé. C'est le monument au milieu de la place. Et lui, le rêve de Bartholdi, son rêve, c'est de créer un paysage, d'inventer un paysage, et d'être en phase avec la modernité. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Malheureusement, Ferdinand de Lesseps, avec qui il est en très bons termes, Bartholdi considère, il l'a écrit dans des lettres, que Ferdinand de Lesseps n'a pas joué le jeu en définitive et qu'il avait peur qu'on lui vole la vedette. Bon, il y avait aussi une question d'argent, mais je pense pas que ce soit l'argument parce que Bartholdi n'était pas du tout un homme intéressé. Et c'est lui qui souvent a payé grâce à la fortune de sa mère ses projets, quoi. Mais voilà, c'est vraiment le premier moment de l'histoire de la Statue de Liberté. Et je me permets d'ajouter que Bartholdi l'a toujours nié. On ne demande pas à un artiste de dire la vérité, bien sûr, mais Bartholdi a toujours nié, j'ai lu ça dans des interviews qu'il avait données aux États-Unis, le fait que, en fait, la Statue de la Liberté de New York soit un réemploi, en fait, d'une idée qui n'a pas été réalisée et qui est restée à l'état de maquette, qu'on a retrouvé il y a une dizaine d'années au musée Bartholdi de Colmar, une maquette en terre cuite datée de 1867 qui correspond à l'exposition universelle, vous voyez. Bartholdi n'a pas encore posé le pied sur le territoire américain le 21 juin 1871, que déjà il a repéré l'endroit où devra être érigée sa statue. Là c'est un signe du génie, non? Oui, absolument. C'est un signe de génie parce qu'il a saisi tout de suite le potentiel que représentait cette petite île face à New York en termes de création de paysages. Alors, New York, il n'y a pas les gratte-ciel encore, mais il imagine qu'une œuvre artistique, statuaire, pourrait
emblématiser cette ville en émergence. Parce que New York est une ville en émergence. Et la Statue de la Liberté, quand elle sera érigée, 93 mètres, sera le plus haut bâtiment new-yorkais, vous voyez. Et donc, ça exprime cette intuition primale, son ambition. Son ambition, c'est de créer un paysage. À l'époque, Bedloes Island, c'est une île dont personne ne s'occupe, c'est un fort militaire, il n'y a pas du tout l'accueil des réfugiés, comme on l'a dit parfois à tort. Il arrive, il voit ça, il va à son hôtel Broadway Avenue, 659, et il écrit à sa mère, tout de suite, c'est une lettre que j'ai retrouvée, il écrit dans son journal intime que j'ai retrouvé à la New York Public Library, il dit « La petite île me paraît être le point le plus favorable ». Il repart sur la rade, il revient et il prend son bain. Il prendra son bain seulement après avoir retrouvé cette petite île sur la rade de New York. Et donc, c'est effectivement le trait du génie, en définitive. Et ça nous indique quoi? Ça nous indique aussi que, certes, le projet qu'il a est lié à toutes les rencontres qu'il a eues avec notamment Édouard de La Boulaye, vous l'avez très bien exprimé, mais c'est un projet unipersonnel quand même. C'est, je dirais, le grand rêve de cet artiste, mais c'est un grand rêve paradoxal parce que ça va être une galère du début jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre 4 ans pour qu'un accord soit conclu entre les deux pays, alors que c'est un cadeau Un cadeau, c'est un cadeau. Oui, mais vous savez qu'un cadeau trop important peut créer une réaction hostile de la part de celui à qui vous donnez ce cadeau. Parce que il crée une espèce de dette de reconnaissance. La France, je pense, et Bartholdi en tant que Français, que la France a surestimé l'intérêt que les Américains portaient à la France, si je puis dire. Et au souvenir de l'aide que Lafayette et d'autres ont apportée pour la libération américaine. C'est ça le paradoxe. Et donc, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Les Américains n'ont pas compris que il ne s'agissait pas d'un cadeau de la France officielle, de l'État français à l'État américain, mais un cadeau du peuple français au peuple américain. Alors le deal, c'était effectivement que les Français, par souscription publique, participent au financement de la statue en tant que telle, mais que les Américains financent le piédestal. Et ils n'ont pas compris qu'il s'agissait donc d'un don et d'un contre-don en définitive. Hein, parce que ces dons et contre-dons, ces statues contre piédestal. Alors effectivement, les Américains ont parlé de pingrerie. Hein. Et par exemple, le New York Times, qui est déjà un grand journal, en 1884, il dit « Les Français nous ont signifié que nous n'aurions pas la statue si nous ne fournissions pas le piédestal. Cette pingrerie est simplement révoltante. » Ils n'ont pas compris le geste. Parce que, en fait, la France avait quitté l'horizon stratégique de l'Amérique, que ce soit l'Amérique officielle, que ce soit l'Amérique du peuple en définitive. Hein. Et donc il y a eu un retard énorme à l'allumage. Hein. Il a fallu effectivement que quelques journalistes, souvent issus de l'Europe, hein, comme Pulitzer en définitive, comprennent l'importance, l'enjeu que représentait cette œuvre, parce qu'on était aux deux doigts de la crise diplomatique majeure. C'est pour ça que je disais au début que c'est une réussite totale qui a failli être un échec lamentable. Lamentable, oui. Et la presse française de l'époque dit, mais qu'est-ce qu'on a à offrir ce cadeau à un pays qui n'en veut pas? Et je résumerai en citant Jacques Lacan, qui disait, l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Alors, je veux dire que la France voulait donner ce qu'elle n'avait pas, c'est-à-dire que, bah oui, c'était plus la France rayonnante, puissante, c'était la France défaite, et à un pays qui n'en veut pas, parce que en fait, les historiens qui ont travaillé sur l'Amérique ont bien montré qu'on était dans une phase d'indifférence de l'Amérique à l'égard de la France. Et donc, les Français rêvaient d'une Amérique, en fait, qui n'existait plus. Robert Belot, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la Statue de la Liberté, sur Bartholdi, notamment La Liberté, histoire d'un hypermonument, avec des illustrations, des photos, provenant entre autres du fond du musée Bartholdi de Colmar. Que peut-on voir sur l'iconographie qui retrace les différentes étapes de la construction de la Statue de la Liberté? Alors, vous avez raison d'insister sur le fait que j'ai voulu rechercher des objets dans les réserves du musée Bartholdi, mais aussi aux États-Unis, mais aussi chez des collectionneurs privés.
Et parce que je voulais montrer que la Statue de la Liberté a été très célèbre en France, un peu moins aux États-Unis, mais très célèbre en France à travers notamment les dessins de presse, à travers une iconographie qui était très populaire dans les journaux qu'on pourrait dire people de l'époque. C'était la grande époque des dessinateurs de presse. C'était un corps de métier qui a disparu assez vite malheureusement. Alors toutes les étapes ont été relatées. La construction dans les ateliers de la rue Chazelle, par exemple, avec des visites célèbres de Victor Hugo. Alors bien sûr, tout ça fait le bonheur de la presse. Alors les échecs. Est-ce aussi, que les gens, je vous interromps parce que il m'a semblé que les gens payaient pour aller voir la construction rue de Chazelle oui, de la Statue de la Liberté qui s'élevait au-dessus des immeubles. oui, parce que C'est vrai. alors les Français ont eu du mal à accepter que ce monument soit financé par le peuple et pas par les autorités politique, même si les collectivités publiques ont participé au financement, bien entendu. Et donc, il fallait inventer une nouvelle communication, donc une communication à l'américaine. Et ça, c'était un choc. Alors, c'était le début ce qu'on appelle des produits dérivés ou des goodies, on dirait de manière absolument horrible aujourd'hui. Alors, on a communiqué en vendant, par exemple, des réductions de la statue, 200 francs, par exemple. On vendait des médailles, on vendait des cartes postales dédicacées par Monsieur Bartholdi. Quand on a fait Et puis on a présenté des éléments en pièces détachées, si je puis dire. Quand je raconte qu'au Champ de Mars, on montrait la tête de la Statue de la Liberté, ça faisait venir du monde et les gens payaient pour la voir. Ah, exactement, on paye pour entrer dans la tête de la Statue de la Liberté. De même que pour aller, alors c'était un moment aux Champs-Élysées, puis au Jardin des Tuileries, pour aller visiter le diaporama, le diorama, comme on disait à l'époque. C'était une espèce de perspective illusionniste, qui était en fait une vue prémonitoire de ce qu'allait devenir Bedloe Island avec la Statue de la Liberté. Eh bien, donc ça, c'était absolument nouveau comme mode de communication et il fallait payer pour y entrer. Alors, bien sûr, cette communication qui était absolument nécessaire parce qu'elle participait, si vous voulez, à la nature démocratique de la souscription. Et d'ailleurs, il y a même eu, ça va vous rappeler quelque chose, il y a même eu une loterie, oui. Plusieurs loteries. Loterie en France, loterie aux États-Unis. Oui. Alors, on récompensait par des statuettes, mais aussi par d'autres cadeaux, des livres rares, des statues, des vases en cristal, etc. Donc, c'est une communication absolument moderne et on n'a pas suffisamment insisté, je pense, sur cette innovation majeure. Et il y a une autre chose, c'est qu'il y en a plusieurs de statues de la Liberté. Moi, c'est un point qui est passionnant, c'est que on a celle du pont pas très loin d'ici, des cieux d'Europe 1, le pont de Grenelle. Mais il y a combien de répliques de la Statue de la Liberté ? Il paraît qu'il y en a une à Madrid aussi. Oui, alors, je dirais qu'il faut séparer deux choses. Il y a les statues, les répliques, si vous voulez, qui ont été créées avec l'assentiment de Bartholdi, oui. Avec des fondeurs qui étaient habilités à le faire, et puis les répliques qui se sont développées bien après dans tous les pays du monde, en Chine, au Japon. Il y a peut-être une centaine de répliques dans le monde, si vous voulez. Il y en a une au musée d'Orsay, mais qui était destinée au Brésil. Quand vous allez au musée d'Orsay, dans la plateforme qui donne accès à l'espace des sculptures, eh bien, vous avez une statue de la Liberté. Cette statue de la Liberté, elle porte une inscription. Vous savez, sur la tablette que tient la Liberté, il y a une inscription. C'est la date où l'Empire brésilien devient république. C'est la date du coup d'État des républicains brésiliens, vous voyez. Donc, il y aurait toute une histoire à faire sur la création des modèles de la Statue de Liberté. Il y en avait à Bordeaux, alors il y en a qu'on a supprimé, il y en a un peu partout, parce que la Statue de la Liberté, à la fin du 19e siècle, représentait la République installée à partir de 1878-79. Un dernier mot quand même, Robert Belot, finalement, de Bartholdi, c'est sa statue qui reste aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la statue, sans doute l'un des monuments les plus connus dans le monde,
est lui l'un des créateurs les plus inconnus ou les plus méconnus du monde? Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est ça qui m'a motivé, en fait, à me lancer dans cette aventure. J'avais l'impression de réparer une injustice mémorielle, si vous voulez. Ce type exceptionnel qui a perdu sa santé dans cette aventure américaine, il a dépensé 100 000 francs de l'époque, ce qui fait à peu près peut-être 100 000 euros, de sa cagnotte personnelle, avec aucune reconnaissance, comme vous l'avez dit. Néanmoins, la reconnaissance pour un artiste, est-ce que ce n'est pas de disparaître derrière son œuvre? C'est l'œuvre qui compte. Et je pense qu'il aurait été pas mécontent de cette méconnaissance qu'on a eue de lui-même. Alors moi, j'essaie de retrouver Bartholdi, que je connais peut-être mieux que moi-même, à travers les lettres qu'il écrivait à sa mère, à travers un ensemble d'écrits. J'essaie de restituer le vrai Bartholdi, en définitive, celui qui est tombé dans l'oubli. Et vous avez raison de le signaler. Et quand vous interviewez des Américains, ce qui m'est arrivé très souvent, ils ne savent pas que c'est Bartholdi, ils ne savent pas que c'est un Français, et ils ne savent pas que c'est un symbole de l'amitié franco-américaine. Merci beaucoup Robert Belot de nous avoir accompagnés cet après-midi. C'est un plaisir. Au cœur de l'histoire de la Statue de la Liberté, le cadeau de la France aux États-Unis. Pour en savoir plus encore sur la Statue de la Liberté et son créateur, je recommande la lecture de votre ouvrage Bartholdi, l'homme qui inventa la liberté, paru aux éditions Ellipse et qui nous a permis de nourrir mon récit. Merci beaucoup.